Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. La loi Cyberscore a été promulguée le 3 mars dernier, une loi au service des utilisateurs qui s'appliquerait à divers sites et plateformes. Luc Declercq, directeur général de Board of Cyber, est en plateau pour éplucher les enjeux stratégiques de cette loi avec nous. Et puis on plongera dans la biologie, précisément l'ADN synthétique, ou devrais-je dire le nouveau visage du stockage de l'information. Deux spécialistes du sujet seront en plateau avec nous pour nous révéler les secrets de cette nouvelle approche et ses implications sur l'avenir du secteur. Enfin, ce sera le rendez-vous coach start-up et on parlera croissance ou comment les startups peuvent-elles gérer une forte croissance sans pour autant que celle-ci ne menace la stabilité de leurs entreprises. Allez, on démarre tout de suite avec l'interview dans votre émission Smart Tech. Alors, le 3 mars dernier, la loi Cyberscore a été promulguée. L'objectif principal de cette loi, informer l'utilisateur, l'informer sur la sécurisation de ses données, leur localisation, lorsque celui-ci navigue sur un site internet ou une plateforme. En fait, c'est l'équivalent du Nutri-Score, mais pour la donnée. Alors, pour en parler, je vous l'ai dit, Luc Declercq, directeur général de Board of Cyber, est avec nous. C'est un spin-off d'Allemande. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous avez été, ça peut nous intéresser, directeur du conseil en management de l'innovation chez EY avant de rejoindre Board of Cyber. Et Board of Cyber, eh bien, c'est une société qui édite une solution automatisée qui permet aux entreprises d'évaluer en continu leur exposition aux risques cyber et donc d'améliorer évidemment leur performance. Alors c'est aussi ça, le sujet ici, il s'agit d'évaluer, de mesurer les risques que représente une plateforme pour nos données personnelles notamment. Oui, c'est extrêmement important. On est dans un monde où on a besoin de créer un écosystème de la confiance. Et c'est un mot important, le mot de la confiance. On ne peut pas avoir une relation business sans avoir confiance dans ses partenaires. Et donc, l'idée de Board of Cyber derrière, c'est de créer des solutions qui vont permettre d'avoir cet écosystème de la confiance, comme vous disiez, en proposant une notation du risque cyber en continu, parce que c'est un risque en continu derrière. Et au-delà de la notation, on va aider à piloter ce risque-là et s'assurer que finalement, qu'on ait les bonnes recommandations, bonnes pratiques pour les entreprises, améliorent leur performance en cybersécurité. Alors, quand vous regardez une chaîne de valeur, et c'est ça qui est intéressant avec l'idée de Cyberscore, c'est comment réduire l'asymétrie d'information, comment créer cet écosystème de confiance. Si vous travaillez finalement avec des partenaires, des fournisseurs pour délivrer des services à des clients, vous devez faire confiance, il faut que vos clients vous fassent confiance, il faut que vous fassiez confiance à vos partenaires, vos fournisseurs. De même, vous allez devoir investir. Donc, vos investisseurs, ça peut être des fonds d'investissement, vont devoir avoir confiance en vous. Votre banquier doit avoir confiance en vous. Il faut que vous assuriez le risque. Donc, votre assureur doit avoir confiance en vous. Donc, il faut créer toute cette chaîne de valeur. Et nous, Board of Cyber, start-up cybersécurité française, avec plus d'une centaine de clients et une vingtaine de passionnés qui ont créé cette solution-là, on assure justement cette notation cyber de n'importe quelle organisation. Donc, on va travailler aussi bien avec des fonds de private equity qui vont dire « je veux monitorer le risque de mes participations ». On va travailler avec des directions d'achat, et des directions d'achat qui veulent s'assurer que finalement leurs fournisseurs soient dignes de confiance. Et donc, ils utilisent notre notation, notre produit, pour s'assurer que finalement la performance soit au rendez-vous et les aider en disant si jamais votre performance n'est pas à niveau, leur dire ce qu'il faut améliorer et que dans la continuité, on ait la bonne performance. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce que vous proposez, ce lien de confiance, et ce qu'on essaie de mettre en place avec cette loi Cyberscore ? Oui, c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire qu'en tant que particulier, notamment post-Covid, on utilise de plus en plus l'Internet, on commande, le e-commerce a explosé. Et donc, en fait, il faut créer cette confiance. Si vous utilisez une messagerie, si vous utilisez un site Internet, ils vont utiliser vos données. Il faut que vous sachiez si les données sont bien utilisées ou non. Et vous voulez savoir si finalement le site est bien sécurisé. Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce que finalement les vulnérabilités ont bien été patchées ? Et donc, il faut créer ce climat de confiance qui fait que vous allez utiliser ça quasiment les yeux fermés parce que finalement, vous avez confiance dans le site Internet ou les messageries ou l'ensemble des messageries Internet que vous allez utiliser derrière. Quel est le risque pour l'utilisateur quand il arrive sur ces plateformes et qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe avec sa donnée ? Le risque, il est assez simple derrière. C'est qu'en fait, à quel point vous pouvez avoir vos propres données personnelles qui vont être utilisées. Si vous avez demain
votre login et password qui est une fuite de données derrière, vous allez avoir un problème derrière parce qu'en fait, ils peuvent être réutilisés demain pour votre entreprise. Donc, c'est là le lien par rapport à ce qu'on fait, nous, par exemple, avec le security rating. C'est qu'en fait, on se rend compte aussi que si jamais vous avez des fuites de données, même dans un environnement personnel, parce qu'il y a eu des fuites sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, si vous utilisez même login, même password, ça peut avoir des conséquences dans le monde professionnel. Et donc en fait, ils vont avoir ces fuites de données. On peut avoir des données personnelles. Vous n'avez pas envie que finalement votre vie soit exposée partout. On voit aussi également que vous pouvez avoir ce problème de données bancaires. Donc si demain, finalement, vous avez des données bancaires qui sont exposées, ça pose problème derrière. Est-ce que cette loi, elle va véritablement prévenir le risque ? En fait, c'est exactement comme nous sur le security rating. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise note, c'est pas pour autant qu'on va se faire attaquer demain, et c'est pas parce qu'on a une bonne note qu'on est protégé. En revanche, c'est une gestion du risque. Et nous, on s'est rendu compte qu'entre une note basique et une note élevée, votre risque est 5 fois plus élevé. C'est exactement comme quand vous promenez dans une rue et vous regardez les maisons autour de vous et vous vous dites s'il y a des attaquants, s'il y a un voleur, il va rentrer plus facilement dans un endroit où finalement la porte est ouverte, le portail est ouvert, toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Évidemment, c'est plus simple de rentrer dans cette maison-là que la maison d'à côté, où le portail est fermé, la porte est blindée, il y a des barreaux aux fenêtres. C'est exactement la même chose sur les sites Internet. On a envie d'être rassuré, on a envie de se dire, est-ce que c'est bien fait ? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance ? Est-ce que je peux utiliser les yeux fermés, sachant qu'il y aura toujours un risque ? Et donc, c'est un peu l'enjeu du cyberscore, c'est donner plus de confiance, rassurer le citoyen. Plus de responsabilité aussi aux citoyens, parce que le cyberscore, il va être là pour informer, mais il va falloir que le citoyen s'empare et l'utilisateur s'empare de cette information. Alors, je crois que l'ANSSI travaille là-dessus pour savoir quelles vont être les modalités derrière, quels sont les critères qui vont être regardés. Mais on a envie de regarder les critères RGPD, on va regarder si finalement le site web est bien configuré, il y a bien les bons en tête, les bons certificats. Comment ça va s'organiser d'ailleurs ? Qui va décider du score de ces... C'est en pleine réflexion. J'ai compris avec nos amis de l'ANSSI qu'ils étaient en train de réfléchir sur cette partie-là. Nous, on serait ravis évidemment de les accompagner, créer un algorithme, dire en fait, nous on note de 0 à 1000. Savoir si vous avez 200, 500, 700, 800, c'est un algorithme, il faut définir les bonnes conditions. Et donc, il faut se mettre d'accord, sachant qu'un site Internet peut être très différent l'un d'un autre, une messagerie peut être très différente l'une de l'autre. Donc, il faut trouver les bons critères, les bons seuils, les bonnes informations et quelque chose qui soit lisible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Nutri-Score avait été très compliqué à mettre en place au tout départ. Et donc, il a fallu le faire étape par étape derrière. Et maintenant, les gens trouvent que c'est assez simple. Il faut que ça soit très lisible. Et finalement, vous regardez ça et ça vous donne une bonne information. Ce n'est pas l'information la plus complète. Ça vous donne une bonne information de départ pour dire, OK, est-ce que je peux faire confiance ou non ? Oui. Vous avez constaté peut-être une évolution quand vous avez installé ce score en cybersécurité. Comment se sont emparés du sujet vos clients ? Vous parlez de lisibilité, c'est très important. Oui, alors pour nous, c'est un sujet très important. Il faut à la fois que ça soit suffisamment détaillé pour que les équipes de sécurité informatique puissent s'approprier et appliquent les shopping lists qu'on leur envoie en disant finalement ce qu'il faut faire, les priorités. Et en même temps, on a besoin que les boards s'approprie à nouveau ce risque cyber. Tout le monde en entend parler toute la journée, mais c'est pas pour autant que c'est un sujet qui est vraiment traité dans le board parce que trop complexe et qu'on a délégué finalement des équipes techniques. Et là, en fait, on se rend compte que comme on crée cet écosystème de confiance, ça va être quelque chose où on va rassurer ses acheteurs, ses fournisseurs, ses clients, on va rassurer son banquier, on va rassurer l'ensemble de son écosystème. Et on a besoin justement d'éduquer, d'évangéliser en disant c'est un risque, mais on peut le rendre intelligible et lisible. Et donc, on a rendu des dashboards et on a donné une lisibilité avec des indicateurs clés et on voit une tendance dans le temps et c'est ça qui est important. Et donc, je pense que pour le cyberscore, c'est la même chose. C'est dire, il va avoir un temps d'adaptation pour le citoyen ou pour nous deux, pour dire finalement comment on va utiliser ça, quelle lisibilité, quelle confiance je peux donner, sachant qu'à la différence du Nutri-Score, il y a toujours le risque de se faire attaquer demain, même si on a une très bonne note, et on peut toujours avoir une attaque demain sur le site web en question. Mais donc, c'est important de rappeler que ça n'élimine pas le risque, c'est toujours et simplement de l'information. Vous allez plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis au point ce dashboard, une fois que vous donnez accès à ces informations, vous proposez des outils pour verrouiller le sujet derrière, pour sécuriser davantage ? Alors, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on donne l'information, cette notation, et après, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller au-delà de la notation. Donc, on a un outil de pilotage, mais surtout, on donne les recommandations. Et la notation, elle est actualisée quotidiennement.
Et ça, c'est important. Il y a eu plus de 18 000 vulnérabilités en 2021, plus de 50 vulnérabilités par jour. Donc si, en fait, vous occupez de votre cybersécurité tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, c'est pas suffisant. La menace, il y a des failles tous les jours qui arrivent, des 0D, des failles critiques qui arrivent tous les mois. Et donc, il faut pouvoir assurer cette cybersécurité dans la tendance. Et c'est là, quelque chose qui est intéressant, c'est cette partie gamification avec une notation. C'est en fait, quand vous pouvez avoir un impact, vous allez réparer quelque chose, vous allez remédier à un problème, et le lendemain, vous allez voir que la note s'est améliorée. Et donc, les équipes techniques aiment bien regarder cette partie notation, et de l'autre côté, les boards aiment bien avoir ce tableau de synthèse en disant, est-ce qu'on s'est amélioré sur mes différents axes? Est-ce que je suis en train de progresser et partir dans la bonne direction? Demain, on aura accès au cyberscore de nos sites internet. Dans les entreprises, on aura le score cybersécurité que vous proposez. L'idée, c'est qu'on ait de plus en plus accès à l'information dans nos usages et même sur nos ordinateurs personnels quand on sera chez nous à la maison. Oui, je pense qu'il faut réduire la symétrie. Donc, il faut à la fois évangéliser et éduquer sur ce risque-là, et on doit continuer à le faire. Et en même temps, il faut donner des indicateurs simples pour qu'on ait une lisibilité, une visibilité. Et donc, finalement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant qu'administration, on a besoin de faire confiance à son écosystème. Et c'est vraiment ce travail d'écosystème de confiance. Application de la loi 2023 ? Oui. C'est ça ? Pas avant ? Donc non, pas avant, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Tout le monde a envie d'avancer, mais après, il faut bien définir les critères, les seuils, qui sera concerné sur cette loi-là. Et puis, ça va évoluer. On entend que même ceux qui ne seraient pas concernés par les seuils ont envie d'avancer. Et nous, on a à disposition, évidemment, de l'ANSSI, avec notre expérience depuis plus de 3 ans de développer cet algorithme, plus de 100 clients, pour pouvoir justement aider à définir les bons critères, la bonne méthodologie pour la soit crédibilité du sujet. Lisible derrière. Ouais. Merci beaucoup, Luc Declercq, directeur général de Board of Cyber, d'être venu sur le plateau de Smartech. On poursuit, quant à nous, avec votre table ronde du jour et on va parler d'ADN synthétique et de stockage de l'information. La biologie synthétique pourrait bien révolutionner la manière dont nous stockons l'information, une technologie qui pourrait décupler nos capacités de stockage et redessiner jusqu'au data center que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour en parler, en plateau avec moi, Erfan Arouani, cofondateur et président de Biomemory, spécialisé dans le stockage via l'ADN synthétique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez déjà venu sur le plateau de Smartech pour nous présenter votre travail et notamment, vous aviez réussi à enregistrer la déclaration des droits de l'homme sur une petite capsule grâce à ce procédé que vous avez pris avec vous, formidable. Alors, vous n'êtes pas seul pour entrer dans ce débat. Nous avons aussi à distance Marc Antonini, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au laboratoire I3S, qui est en fait une unité mixte de l'Université Côte d'Azur et du CNRS à Sophia Antipolis, qui est dédiée à la recherche sur le stockage de l'information. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on se tourne aujourd'hui vers de nouvelles méthodes de stockage ? Alors on se tourne vers de nouvelles méthodes de stockage parce qu'aujourd'hui, on a des supports de stockage traditionnels, de type, rapidement, les supports de charge et les supports magnétiques. En gros, les disques durs, les bandes magnétiques, les mémoires flash comme les SSD. Et ces supports, en fait, ont 3 problèmes. Alors, le premier, c'est que c'est très fragile. Dans le temps, ça s'use. Et donc, ça signifie qu'il faut les renouveler régulièrement. De 3 à 7 ans selon les supports. Donc, ça va assez vite. La deuxième raison, c'est que les supports prennent de la place. Beaucoup de place. Tellement de place qu'aujourd'hui, si on regroupe tous les data centers de la planète, ça prend 2 fois la surface de Paris. Probablement, dans 10 ans, ce sera la surface de quelque chose comme l'Islande. D'accord. Troisième problème, le coût énergétique. Ces data centers consomment tellement d'énergie qu'aujourd'hui, on voit que cette énergie consommée correspond à peu près à celle du Japon. Donc avec une empreinte carbone largement supérieure à l'aviation. Et est-ce qu'en termes de capacité de stockage aussi, on a besoin de se tourner aujourd'hui vers de nouvelles solutions, Marc Antonini ? Alors oui, absolument oui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs limitations, je dirais, dans les systèmes de stockage actuels, comme vient de le dire Erwan.
En fait, les disques durs ont des durées de vie limitées, ce qui veut dire que chaque 5 ans, 10 ans, on est obligé dans les data centers de les recopier les données afin de préserver leur intégrité. Et ça, donc c'est coûteux, ça consomme de l'énergie et ça aussi on peut perdre de la donnée en fait lors de cette migration. Ce qui fait que, qui plus est, l'accroissement de cette donnée aujourd'hui, que l'on appelle de la donnée froide, en fait, de la donnée que l'on utilise rarement, voire jamais, cet accroissement de données est de 60% à peu près par an. Et la capacité de stockage aujourd'hui, en fait, nos capacités à créer des nouveaux systèmes de stockage, en fait, des nouveaux disques durs, eh bien, la croissance ne suit pas en fait cette croissance de la donnée froide. Donc, on est obligé de s'orienter vers des nouveaux systèmes de stockage. Alors, c'est pour ça qu'on s'y intéresse au niveau recherche. Et l'ADN synthétique est un candidat intéressant. Alors pourquoi? Quels sont les avantages de cette solution? Est-ce que ça répond à toutes ces problématiques que vous venez d'évoquer, Erfan? Oui, effectivement, parmi toutes les solutions alternatives qui sont en cours de développement, l'ADN est probablement la meilleure solution. D'ailleurs, les financiers ne sont pas trompés. C'est là que se font les investissements. Microsoft, Intel, tout le monde investit dans l'ADN. Alors, l'ADN a plusieurs propriétés. La première, la plus importante, c'est que sa conservation est très longue. On parle d'un ordre de grandeur 10 000 fois supérieur aux conservations des supports actuels. Je vous ai amené un support. C'est énorme. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le support le plus utilisé aujourd'hui. Pas une disquette. Okay. C'est une bande magnétique. D'accord. Aujourd'hui, 80% des données du monde sont dans ce type de support. Un data center très normal en contient 50 000, 100 000. Et c'est une bande magnétique. Et sur cette bande, j'ai ici, c'est une petite bande, elle fait 6 Tera, on en a qui font 20 Tera. Il faut 5h30 pour la remplir. Et cette bande, en fait, je vais vous donner une image. La voiture, imaginez que vous vouliez faire un Paris-Marseille. Vous achetez une voiture, vous faites votre Paris-Marseille, et ensuite vous la jetez la voiture. Pour faire le trajet retour, vous rachetez une voiture. Cette bande, c'est ça par rapport à l'ADN. Vous l'utilisez 3 ans, 5 ans, 7 ans, ensuite vous la jetez. Et vous ne pouvez pas la réutiliser. Et alors on peut mettre la même quantité que ce qu'on mettrait là-dedans, dans la petite capsule que vous nous avez apportée? Alors non, en fait non. Dans cette capsule, c'est 6 téraoctets, c'est-à-dire l'équivalent de 6 disques durs d'un ordinateur classique. Et dans cette capsule, de manière théorique, ce sera plutôt 4 millions de disques durs. D'accord. Donc effectivement, voilà. La puissance de stockage est énorme par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux, peut-être on va commencer par vous, Marc Antonini, comment ça fonctionne? On parle d'abord d'un ADN synthétique, ça veut dire qu'on n'ira jamais dans le vivant. Alors l'objectif, effectivement, c'est de ne pas aller dans le vivant, donc c'est plutôt de l'ADN en fait qui va représenter de l'information binaire. Alors comment ça fonctionne? Bien tout d'abord, on a des données en fait binaires en général, alors des images, du son, des fichiers, donc vos emails, donc tout ça c'est de la donnée numérique. Et l'idée en fait, c'est de convertir ces données numériques en données donc adaptées au support ADN. La donnée numérique, vous savez que c'est du 0 et du 1, donc adapté aux disques durs, aux ordinateurs. L'ADN, c'est 4 bases, A, T, C et G, adénine, thymine, cytosine et guanine. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir cette donnée numérique en ce qu'on nous on appelle un code quaternaire, de façon à ce qu'il puisse être écrit en fait sur de la donnée, en fait sur de l'ADN synthétique. Comment alors une fois que cet ADN a été synthétisé, eh bien donc on va le stocker. Alors on le stocke dans des petites capsules. Alors je pense que Erfan en a une, mais j'en ai une aussi là. Je peux vous montrer à l'écran. Donc ces capsules-là sont créées sont construites par Imagen, donc qui est une compagnie française. Donc une fois que c'est stocké, bon bien voilà. Donc là l'ADN il est synthétisé, stocké, donc dans des conditions idéales, et on peut le conserver pendant des années. Maintenant, le problème, c'est le jour où on veut le récupérer, ce qu'on a écrit dans cette donnée ADN, et donc qui a été stocké dans cette capsule. Donc, il va falloir ouvrir la capsule et puis faire ce qu'on appelle du séquençage, c'est-à-dire, comme on le ferait pour le génome, c'est-à-dire relire en fait la séquence ADN donc, qui a été synthétisée.
Et à partir de cette relecture, on va être capable, nous, en appliquant nos algorithmes, de décoder en fait ce code quaternaire et de reconstruire la donnée en fait qui a été stockée. Alors, si vous voulez bien, je vous interromps là parce que l'idée, c'est quand même d'avancer étape par étape pour comprendre tout le fonctionnement de cette nouvelle méthode. J'aimerais d'abord comprendre comment on transforme ce langage binaire en un langage sur la base des 4 ACTG, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Oui, je crois que votre question, à l'origine, c'était de savoir comment on synthétise effectivement la molécule. C'est bien ça ? Oui. Alors, c'est effectivement le plus gros challenge aujourd'hui de tous les acteurs dans ce domaine, c'est comment je synthétise cette molécule. C'est une molécule de type polymère, donc une suite de monomères, de 4 types différents. Et l'idée, ça va être d'enchaîner donc ces petits blocs, ces nucléotides, les uns derrière les autres. Problématique, si je veux bien les enchaîner, il faut les bloquer. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'en ajouter de manière incontrôlée 10 fois le même, faire ce qu'on appelle des homopolymérisations. Désolé pour le... Là, on vous perd. Non. En gros, j'ai aujourd'hui sur le marché une technique qui existe depuis les années 80 et qui a été optimisée, qui s'appelle les phosphoramidites, et qui est une technologie qui est mature, mais problème, elle s'appuie sur les dérivés d'origine pétrolière, très toxiques, très chers. Donc pas l'idéal. Les conséquences environnementales ne sont pas bonnes. On a une deuxième technique qui est en train d'émerger. Il y a notamment une société française qui est très en pointe sur le sujet, c'est DNSCrypt, qui utilise un procédé enzymatique. On utilise rapidement des terminales transférases, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est pas trop mal, mais ils sont toujours obligés de contrôler les bases, donc de les modifier avant synthèse. Et il y a une troisième technologie qui est en train d'émerger, c'est une technologie basée plutôt sur des phénomènes biologiques, où là, on ne va pas modifier les bases, et donc on n'a pas d'impact environnemental. Et du point de vue de Bimemory, en tout cas c'est notre thèse, c'est dans cette direction qu'il faut aller si jamais on veut utiliser l'ADN comme support de stockage. Donc vous recréez une séquence d'ADN et ensuite comment vous enregistrez l'information ? C'est un algorithme qui va transformer le code binaire en un code à 4 informations ? Oui, effectivement, et je crois que Marc est la personne qui connaît le mieux le sujet. Mais en fait, très facilement, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est l'homme. On sait passer d'une base à l'autre, de base 2 à base 4, à base 10. On fait du décimal, on fait du binaire, pas de souci. C'est de l'informatique et des mathématiques, rien d'autre. D'accord. Maintenant... Mais là, c'est plus une information électrique. Alors, il y a deux choses. Il y a convertir du binaire en quaternaire, donc en gros, c'est des maths. Oui. Et puis ensuite, il y a la partie physique, c'est-à-dire comment je vais construire ma molécule. Alors comment je la construis, donc j'ai essayé de l'aborder, c'est-à-dire on va utiliser des propriétés des molécules pour les assembler les unes derrière les autres et en fabriquer des plus grosses. En gros, c'est ça le principe. Rentrer plus dans les détails, je pense que je perdrai à peu près tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi, Marc, je pense. Oui. Marc, vous voulez préciser peut-être sur cette transformation du langage ? Exactement, oui, peut-être pour... en fait, je pense qu'il faut voir qu'il y a deux grosses parties dans cette opération de stockage. C'est une partie qui est effectivement plutôt biochimique, donc qui consiste à faire la synthèse ou le séquençage, donc qu'on appelle l'écriture ou la lecture, et une partie qui est plus ce qu'on nous appelle théorie de l'information. Donc là, moi j'interviens plutôt dans cette partie-là, c'est-à-dire comment convertir le binaire en quaternaire et comment ensuite relire le quaternaire pour le reconvertir en binaire. Donc ça, ce sont comme l'a dit Irfan, ce sont des étapes qui sont plutôt des étapes mathématiques, donc algorithmiques, c'est théorie de l'information, théorie du signal. Et l'idée, en fait, et c'est là où est la difficulté, c'est que le système de stockage ADN est un système qui est bruité et même fortement bruité. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fait les choses, je dirais, n'importe comment au niveau du codage, eh bien, on a de fortes chances de ne pas pouvoir récupérer la donnée que l'on a stockée. Donc, ce qu'on fait nous en fait au laboratoire, c'est qu'on construit ce qu'on appelle des codes quaternaires robustes au bruit de synthèse et de séquençage et éventuellement à la dégradation qui peut avoir lieu lors du stockage, de façon à ce que le jour où on va récupérer la donnée par séquençage, eh bien, on soit capable de reconstituer la donnée initiale. Donc, juste pour préciser, ces bruits-là, comme donc il a été précisé tout à l'heure, par exemple, les homopolymères
il ne faut pas en mettre. C'est-à-dire des codes qui ressembleraient à A, par exemple, ça, c'est banni. On ne peut pas construire des codes comme ça. Alors que si vous utilisez votre ordinateur classiquement, si vous avez des codes où il n'y a que des 0 ou que des 1, ce n'est pas forcément gênant. Donc il y a des contraintes quand même supplémentaires. Absolument. Et c'est pour ça que il y a tout un aspect, je dirais, théorie de l'information qui va s'intéresser à prendre en compte ces contraintes et à construire des codes qui sont robustes. Et ces contraintes, et je vais préciser par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ces contraintes dépendent aussi de la chimie de synthèse. C'est-à-dire selon le type de la façon dont vous allez synthétiser votre donnée, selon la façon dont vous allez la séquencer, le type d'appareil que vous allez utiliser pour séquencer et relire votre donnée, les bruits seront différents. Donc il va falloir s'adapter donc à la fois à la chimie de synthèse et au bruit de séquençage. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rendre plus difficile accessible l'information quand, au moment de devoir la lire, il faut passer par des processus comme le séquençage ? Alors dans les médias, oui, c'est forcément plus difficile parce qu'on a des phases très nouvelles de recherche-développement sur l'ADN. À terme, non, parce que tout est, on a une démarche industrielle pour rendre ça très simple et transparent en fait pour nos premiers utilisateurs qui sont, je parle pour toute l'industrie du data storage, nos premiers utilisateurs qui seront les faiseurs de data center, comme OVH. Oui, c'est ça. En fait, tous les acteurs se sont attaqués au sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Vous n'allez pas devancer les acteurs de data center avec ces solutions. Peut-être. Disons qu'ils ont une oreille attentive et on peut supputer qu'ils ont tous investi dans des sociétés comme la nôtre. Oui. C'est notre cas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'obsolescence de ces technologies ? C'est la difficulté, vous l'évoquiez au début tous les deux, avec les méthodes qui existent aujourd'hui. Vous nous montriez l'exemple de cette bande magnétique, c'est ça 1960. Voilà. C'est beau, hein donc, comparé là, on a 3 ans de stockage et après il faut tout jeter. Comment ça se passe avec ces capsules ? Alors, le temps de conservation est très très important d'un point de vue physique. Donc la molécule elle-même, elle est ultra solide et on en a la preuve. On a un temps de demi-vie, c'est-à-dire la moitié est détruite au bout de 52 000 ans. Ah oui. Donc, en ayant un petit peu de redondance, c'est-à-dire en ayant plusieurs fois la molécule, on peut estimer qu'on pourrait garder la donnée 1 million d'années. Donc à l'échelle de l'humanité, on est très bien. Il faudra toujours avoir les moyens de la lire. Alors après, il y a l'algorithmie. Il faut trouver un moyen de savoir décoder. Et donc, il y a un travail qui est fait actuellement. On a rejoint une alliance qui s'appelle la DNA Data Storage Alliance, qui est montée entre autres par Microsoft et Western Digital, qui sont deux acteurs majeurs dans le domaine. Et donc l'idée, c'est de trouver une façon d'encoder ça qui soit la plus diffusée possible, la plus normalisée possible. Universelle, presque. Alors, oui, universelle. Alors, encore une fois, si je veux relire la donnée brute, tant qu'il y aura de la vie et des hommes, il y aura de la médecine, c'est-à-dire l'accès à l'ADN avec des séquenceurs. Donc on ne sera pas dans une situation de disquette 3,5 pouces qu'on a connue dans notre enfance, certains pas, où c'est difficile de trouver un lecteur pour faire fonctionner la disquette. Alors justement, on parle de cette question peut-être de standardisation. Marc, vous êtes aussi président du groupe JPEG DNA qui s'intéresse à la définition d'un standard de compression d'images numériques sur ADN synthétique dans le cadre donc, de la standardisation internationale de compression d'images JPEG. Pourquoi on s'intéresse déjà à standardiser ce format d'image sur ADN, bien sûr. Alors, déjà, la standardisation prend du temps, donc ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, donc il faut un peu anticiper un peu les évolutions technologiques. Bon, il s'avère que l'ADN quand même est un très bon candidat en fait pour l'avenir du stockage, en tout cas en ce qui concerne les données froides. Donc voilà, on commence à considérer cette possibilité et donc c'est pour ça que JPEG a lancé ce groupe de réflexion en fait pour l'émergence d'un standard qui peut-être sera utilisé un jour. Donc ce standard, en fait, c'est quoi ? C'est
arriver, alors comme le standard JPEG que vous connaissez, puisque tout le monde prend des photos avec son smartphone ou ses appareils photo, donc la majorité des photos sont en format JPEG. Donc c'est de définir une façon standardisée de coder en quaternaire une image et donc de la décoder. Et donc ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement comment décoder dans le futur, dans 100 ans ou dans même moins de 100 ans, des données numériques qui ont été mises sur de l'ADN. Effectivement, il va falloir faire en sorte qu'il y ait soit des standards qui soient pérennes, soit des façons de conserver en fait le savoir-faire pour décoder. Mais ça, c'est vrai quel que soit le système d'encodage et de standards. Je veux dire, JPEG, peut-être dans 50 ans, on n'arrivera plus à le décoder parce qu'on n'aura pas le savoir-faire, on l'aura perdu. Donc c'est un problème en fait générique pour l'archivage des données. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Est-ce que ça va bouleverser nos usages si on arrive à démocratiser cette solution de stockage? Je pense par exemple aux devices qui seront utilisés, je pense aux capacités qui seront décuplées, qui s'éloignent aussi un petit peu des questions de sobriété numérique qu'on adopte de plus en plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors, pour nous, en fait, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ces technologies s'adressent avant tout aux data centers et donc on ne va pas s'en apercevoir. Maintenant, il y a une lame de fond qui arrive, ce qu'on appelle la crise des données. On a de nouveaux usages. Parmi les nouveaux usages, la télémédecine, les voitures autonomes, l'informatique quantique. Et aujourd'hui, on n'a pas de support adapté pour tous ces usages. En fait, ce sont des données de masse, en fait. Cette fameuse cassette que j'emmenais bande magnétique, je peux stocker seulement 2 heures de conduite autonome dessus. Donc, le jour où il y aura des millions ou des milliards de voitures autonomes, on ne sera pas en mesure d'enregistrer les données des capteurs de la voiture. Et donc, ça sera un gros problème. Et les assurances refuseront d'assurer, normal. Et la réglementation sera, à mon avis, très rigide. Donc, ce sera l'outil du monde de demain? C'est ça que vous dites? En tout cas, on a besoin d'un outil du monde de demain. Aujourd'hui, on pense que ça sera l'outil du monde de demain parce que les investissements vont dans cette direction. Évidemment, je ne peux pas vous le garantir. Nous, on le souhaite. On pense que c'est le meilleur choix technologique. C'est surtout pour les consommations énergétiques futures. Conservation de l'ADN, pas de consommation d'énergie du tout. Et la production d'ADN, on pense qu'on sera à 1% seulement de l'empreinte carbone des supports actuels. Donc un vrai enjeu énergétique aussi. Marc, pour conclure, est-ce que la France est bien positionnée, vous travaillez au CNRS dans le laboratoire de recherche, au niveau européen ou au niveau international sur ce sujet de recherche? Alors, effectivement. Alors, en France, déjà, on a toutes les compétences en fait, scientifiques pour couvrir de bout en bout cette chaîne de stockage ADN, en partant donc, de ce qui se fait en informatique, en bioinformatique, en chimie, en biologie. Donc, on a toutes les compétences avec des chercheurs de pointe en fait, sur le domaine. Donc, récemment, l'année dernière, en fait, en fin d'année dernière, on a déposé et fait passer un PEPR exploratoire. Donc PEPR, ce sont des projets de recherche qui sont financés dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir. Et donc ce projet s'appelle Molecular Archive. Donc c'est un projet français. Donc je suis directeur de programme de ce projet. Et son objectif est justement de fédérer la recherche française pour donc faire front, je dirais, à ce qui se passe côté États-Unis et avec toutes ces alliances qui se créent. Et donc essayer en fait à terme de pousser la solution vers l'Europe, bien évidemment, et d'avoir une solution de stockage donc franco-européenne ou européenne, donc pousser en fait vers la souveraineté nationale ou la souveraineté européenne pour le stockage, l'archivage des données. Mais c'est un enjeu de souveraineté. Puisqu'on parle de données, c'est important de rappeler que c'est aussi un enjeu de souveraineté de développer nous-mêmes des nouvelles solutions de stockage. Absolument. Sachant qu'on a toutes les compétences en France et en Europe pour le faire. Donc voilà, je pense que c'est un point très important. Juste pour le préciser Molecular Archive, donc le projet exploratoire, c'est 20 millions d'euros sur 7 ans.
Merci beaucoup Marc Antonini. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous travaillez au laboratoire I3S qui est spécialisé dans la recherche de ces stockages de l'information, stockage de demain peut-être, mais aujourd'hui on voit que la technologie avance bien. Merci à vous Erfan Arwani, cofondateur et président de Biomemory, spécialisé vous aussi dans le stockage via l'ADN synthétique. Vous pouvez nous remontrer ces petites capsules juste avant de terminer, voilà. Ça, ce sera peut-être donc le stockage de demain et ce qui composera nos data centers. Si on conclut. Merci d'avoir pris le temps de venir tous les deux sur ce plateau. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour votre rendez-vous avec votre coach Startup. Vous êtes de retour dans Smart Tech. La croissance, c'est bien, mais quand on est une start-up, gérer une forte croissance relève parfois du défi. On en parle avec Jean-Marc Philippot qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du réseau ADN Coaching et vous êtes aussi vous-même coach d'entrepreneurs et de dirigeants. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous donner quelques clés pour ne pas exploser en plein vol quand on a la chance de connaître une forte croissance. Absolument, parce que imaginez que vous soyez, par exemple, vous-même à la tête d'une belle start-up de peut-être 30 employés déjà, ce qui est déjà une fort belle réussite. Oui. Et puis qu'un an plus tard, vous ne soyez non plus 30, mais 100. Alors sur le papier, ça a l'air génial. Ça veut dire que vous avez trouvé peut-être votre marché, le positionnement de votre produit, ou peut-être que vous avez levé des fonds qui vous ont permis d'accélérer votre développement. Mais en pratique, passer de 30 à 100, c'est un vrai challenge pour que l'entreprise ne perde pas en cohérence, en alignement, et que ça ne devienne pas le chaos, et comme vous disiez, que ça n'explose pas en vol. Et donc, pour bien gérer ça, évidemment, garder la même organisation à 100 qu'à 30, ça n'est pas une option, ça ne marche pas. Et donc, pour vivre aussi bien que possible cette phase d'hypercroissance, il faut une triple transformation. Oui. D'une part, au niveau de chacun des associés, des cofondateurs. Ensuite, au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Et enfin, une transformation plus globale, organisationnelle et culturelle. Alors, on va dérouler ensemble ces clés pour survivre à cette transformation. D'abord, vous l'avez dit, l'organisation. Enfin, plutôt repenser cette ligne de direction, sa vision avec ses associés, ses cofondateurs. Voilà, parce qu'en général, une start-up, le plus souvent, il y a entre 2 et 4 fondateurs. Et si je prends par exemple le cas du CEO, donc du dirigeant de l'entreprise, le bon rôle et la bonne place pour le CEO quand l'entreprise fait 20 personnes ne sera pas le même que quand l'entreprise en fera 100. Donc de manière très régulière, peut-être tous les 6 mois, il faut que le CEO et que chaque associé se pose la question, d'abord, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire ? Parce qu'au début, quand on a une petite start-up, les associés, ils s'occupent de tout, ils sont au four et au moulin, ils gèrent tous les dossiers. Et petit à petit, il faut qu'ils apprennent à déléguer, à faire confiance, parce que d'autres sont arrivés pour s'occuper d'un certain nombre de choses, et à se focaliser sur ce qui est leur contribution essentielle. Donc leur contribution essentielle, c'est la réponse à la question « qu'est-ce qu'il faut que je continue à faire ?» Sachant qu'il y a une troisième partie qui peut être aussi « qu'est-ce qu'il faut que je commence à faire ou que je fasse davantage ?» Et quand l'entreprise commence à être aussi grande, par exemple, il faut que les associés se mettent à communiquer davantage la vision de l'entreprise, par exemple, ou encore à incarner et à transmettre beaucoup plus les valeurs qui sont aussi l'ADN de l'entreprise et qui sont souvent issues elles-mêmes des personnalités, des convictions ou des valeurs des fondateurs. Il faut recréer une unité, solidifier un peu les bases. Maintenir, voilà, c'est ça, absolument. Alors, autre point important, élément clé, la gouvernance. Comment on fait en matière de gouvernance ? Alors, au départ, dans une start-up, en général, les associés s'occupent de tout. C'est-à-dire, toute décision passe par eux, toute information passe par eux, ils sont absolument centraux. Et puis, petit à petit, finalement, la gouvernance d'une start-up va évoluer va se rapprocher de la gouvernance d'une entreprise normale, avec des guillemets. C'est-à-dire une entreprise normale, le plus souvent, elle a 2 instances de gouvernance. D'une part, par exemple, un conseil d'administration qui va s'occuper de toutes les décisions stratégiques d'investissement ou de développement, et puis un comité de direction qui va s'occuper des décisions opérationnelles et des décisions au quotidien. Donc cela, concrètement, ça va vouloir dire que l'équipe d'associés elle va s'ouvrir de 2 manières. D'une part, donc le board ou le conseil d'administration, qui en général va comprendre au bout d'un certain temps les associés, mais aussi peut-être les représentants des fonds, si l'entreprise a levé de l'argent, ou peut-être un administrateur indépendant. Et de l'autre côté, le comité de direction, à terme, il va inclure non seulement les 2, 3 ou 4 associés cofondateurs, mais aussi d'autres personnes qui seront arrivées en cours de route et qui représenteront des fonctions ou des business units qui ne sont pas incarnées par l'un ou l'autre des associés.
Et donc, finalement, les associés, à un moment, ils vont se retrouver un petit peu pris en tenaille entre ces deux instances, qui sont des instances normales et légales. Oui. Et régulièrement, il va falloir qu'ils se reposent eux-mêmes la question, bon, finalement, qu'est-ce qui reste de notre précaré, de notre domaine réservé, qu'est-ce qui est vraiment reste la prérogative exclusive de nous, équipe d'associés, et qu'est-ce qui doit être légitimement transféré au board ou au CODIR, et comment tout ça fonctionne de manière aussi harmonieuse que possible. Alors, dernier point, la structure même de la start-up doit être revue, par exemple l'organisation avec les employés. Voilà. Parce qu'au départ, l'organisation d'une start-up de 20 ou 30 personnes, c'est souvent très intuitif, très implicite et très basé sur les relations. On n'y pense même pas, en fait. Ouais. D'ailleurs, souvent, on est tous dans le même lieu. Oui, alors, tout le monde fait ce qu'il avec peut. le Covid, c'est un peu moins le cas. Mais... Ouais. Et donc, il va s'agir petit à petit d'aller vers une organisation un petit peu plus structurée et formelle. Je dis bien un petit peu plus. Il ne s'agit pas, évidemment, de passer d'un extrême à l'autre. Il va s'agir finalement de trouver le juste équilibre entre structure, parce que s'il n'y a pas de structure ou de colonne vertébrale, comme vous disiez, ça va exploser en vol, entre structure et agilité. Donc il faut mettre des process, par exemple, mais pas trop, sinon on devient une espèce de gros paquebot et on perd ce qui fait l'essence de la start-up, qui est justement cette agilité. Alors ça peut passer par le bon dosage des process dans toutes les fonctions de l'entreprise, et ça va aussi passer par des recrutements par exemple de profils ayant des cultures ou des préférences comportementales différentes. Par exemple, il peut souvent arriver que parmi les cofondateurs, ils aiment bien soit plutôt des gens créatifs. Alors, c'est un peu un cliché, hein, mais que ce soit un peu des gens créatifs, intuitifs et très dans la relation, et par contre moins analytiques ou moins dans la structure. Et en même temps, à un moment, il va falloir rentrer des personnes câblées comme cela, donc câblées différemment, et faire en sorte que ces différences de profil, de personnalité deviennent une puissance et non pas un inconfort ou une source de tension. Donc voilà les 3 niveaux qui, s'ils sont traités suffisamment tôt, permettront de gérer la croissance de votre belle start-up aussi harmonieusement que possible. Alors un dernier mot, on parle de start-up, on parle toujours de l'âme des cofondateurs. Il n'y a pas de risque qu'elle se perd avec toute cette organisation ? Alors l'âme, justement, ça va souvent s'incarner dans les valeurs. Oui. Parce que les valeurs, en fait, pour de vrai, d'une start-up, ce sont les valeurs des cofondateurs, ce sont leurs croyances, ce sont leurs névroses aussi, parfois. Mais c'est vraiment... l'ADN, mon expérience, c'est que l'ADN des startups en termes de valeurs est directement connecté à celle des cofondateurs et à leur histoire. Merci beaucoup Jean-Marc Philippot d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui nous donner quelques clés dans ce rendez-vous coach startup qu'on a installé ensemble, fondateur du réseau Aden Coaching et coach d'entrepreneurs et de dirigeants. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi votre émission Smart Tech pour aujourd'hui. On se retrouve demain et je vous donne un petit avant-goût de ce que vous allez découvrir. On va découvrir ensemble un nouveau procédé qui pourrait bien révolutionner la fabrication même de nos smartphones. Et ça pourrait avoir même un impact sur le prix de nos smartphones quand on les achètera demain. Et puis, on parlera dans le talk de WePub, ce dispositif de la loi climat qui prévoit de ne distribuer des publicités papier qu'aux volontaires, qu'à ceux qui auront fait la demande. Un test grandeur nature sur 15 villes doit être mis en place. Il est reporté. On va voir ensemble tous les enjeux de ce nouveau dispositif autour de la publicité papier, la publicité digitale et la transformation que ça va impliquer. Alors on se retrouve dès demain sur Bismart. Bonne journée.